Le 10 octobre 1998, le gangster du nord du New Jersey, Joey Masella reçoit un appel d'un bookmaker de la mafia nommé Steve. Steve était endetté envers Masella et il lui dit au téléphone qu'il avait 10 000 $ prêts pour lui. Masella était un homme menant une vie ratée. Il avait des dettes de plusieurs centaines de milliers de dollars et une série d'entreprises de jeux de hasard échouées derrière lui. Il se rendit au lieu de rendez-vous convenu, mais ne trouva personne. Il reçoit un autre appel de l'homme endetté, lui demandant de le retrouver à un autre endroit. Masella se rend alors à Brooklyn, New York, s'arrêtant sur le parking du parcours de golf de Diker Beach, où Steve avait dit qu'il le retrouverait. Alors que Masella était assis dans sa voiture, un visage familier s'approcha de lui. C'était un autre gangster, Anthony Greco. Greco sortit un pistolet et abattit Masella directement sur le siège du conducteur. Ces hommes ne sont pas simplement comme dans les Sopranos, mais ce sont les vrais Sopranos. Et c'est le récit intime de leur ascension et de leur chute. Au début des années 1930, le New Jersey est un État divisé entre de nombreux clans du crime organisé, certains locaux et d'autres étrangers. Les chefs du crime de New York, Giuseppe Masseria et Gaetano Rana, ont leurs propres factions indépendantes dans l'État, tandis qu'Abner Zwillman, membre de la mafia juive et ami du gangster new-yorkais Meyer Lansky, détient une part dans la ville de New York. La famille criminelle de Philadelphie, dirigée par Salvatore Sibella, a également des opérations dans la partie sud de la région. En ce qui concerne les véritables patrons du New Jersey, la scène était divisée en deux factions. La faction de New York, contrôlée par Gaspare D'Amico, et la faction d'Elizabeth, contrôlée par Stefano Badami. Le 22 septembre 1886, Gaspare D'Amico naît dans une famille sicilienne à Villabate. Lui et son frère immigrent tôt aux États-Unis, suivis plus tard par le reste de leur famille. Après avoir débarqué dans le New Jersey, D'Amico s'installe à New York, où il commence son propre gang de contrebande dans les années 1920, qui deviendra plus tard une organisation beaucoup plus importante dans les années 30. Stefano Badami est né en décembre 1888, dans le quartier de Corleone à Palerme, en Sicile. Il a passé une grande partie de sa vie là-bas, se mariant avec une femme nommée Giuseppa Gugliata à Rocamna le 26 octobre 1924. Cependant, le 15 mars 1927, Badami arrive à New York, accompagné de son ami Salvatore Panino. Les deux hommes avaient voyagé depuis la France avec des visas délivrés en Tunisie, qui était alors un territoire français. Badami emménage chez son beau-frère, un homme nommé Tommaso Galliano, et continue sa vie de crime. Pendant la Prohibition, lorsque l'État était divisé entre de nombreuses factions criminelles, Badami contrôlait Elizabeth, tandis que D'Amico contrôlait New York, et les deux hommes s'engageant dans leur propre commerce de contrebande. Cependant, en raison des différentes mains qui détenaient le pouvoir dans le New Jersey, le crime organisé y était tout sauf organisé. Mais tout cela a changé avec le début de la guerre de Castellammare à New York. La guerre était menée entre les chefs du crime new-yorkais, Giuseppe Masseria et Salvatore Maranzano, et le nom du conflit venant de la ville natale de Maranzano, Castellammare del Golfo. Badami, qui s'opposait à l'influence de New York sur son territoire, soutenait Maranzano par opposition à Masseria. Le 15 avril 1931, Masseria fut tué par ses propres hommes qui avaient conclu un accord secret avec Maranzano, mettant fin à la guerre. Maranzano se déclara le boss des boss et divisa New York en 5 familles criminelles. Sa victoire signifiait également autre chose. Badami était désormais le chef confirmé d'Elizabeth. Mais cette victoire fut cependant de courte durée. Car le 10 septembre 1931, 4 gangsters juifs entrèrent dans le bureau de Maranzano au New York Central Building, déguisés en agents fédéraux pour désarmer les gardes du corps de Maranzano. Ils l'ont coincé dans son bureau, ont ouvert le feu sur lui et l'ont poignardé avec des couteaux.
Ces tueurs avaient été envoyés par Charles Lucky Luciano, l'un des hommes qui s'était retourné contre Masseria en faveur de Maranzano plus tôt cette année-là. Avec la mort de Maranzano, ses rivaux commencèrent également à s'en prendre à ses alliés, notamment Stefano Badami. Au cours des mois suivants, son sous-chef Sam Monaco, ainsi qu'une série d'autres hommes liés, furent assassinés. Et il décida de se retirer le temps que la situation se calme, bien sûr temporairement. Et D'Amico devint le nouveau chef de la mafia d'Elizabeth, New York. En 1935, Vincenzo Troia commence à élaborer un plan pour prendre le contrôle de la mafia du nord du New Jersey par la force. Troia, qui avait travaillé avec Luciano pendant la guerre de Castellammare, était un proche associé de Maranzano. À l'âge de 26 ans, en 1902, Troia a tué un homme nommé Joe Catania, qui lui devait une grosse dette. Après être arrivé aux États-Unis et avoir utilisé ses connexions avec les gangs pour se faire un nom, Troia a rejoint la guerre de Castellammare et s'est retrouvé du côté des vainqueurs. Cependant, lorsque Maranzano a été assassiné et que sa faction a perdu le contrôle du nord du New Jersey, Troia a décidé de former un plan de vengeance pour prendre le contrôle de la région. Dans la nuit du 22 août 1935, Troia a été abattu, peut-être par les hommes de D'Amico. Mais la bataille pour le nord du New Jersey ne cessa pas. En 1937, Joseph Profaci, le chef sicilien de la famille Profaci, tenta d'attenter à la vie de D'Amico. On spéculait que Joe, un homme d'affaires prospère avec de solides liens mafieux, effectuait le coup en raison de sa loyauté initiale envers Maranzano. Pour cela, D'Amico décida de fuir les États-Unis et retourna en Sicile. Avec lui hors du tableau, la commission divisa le territoire entre plusieurs familles, y compris celle de Badami. Et il réapparut alors comme le nouveau chef de la mafia officielle du nord du New Jersey. Badami, cependant, était un homme controversé, et avec le temps, la faction de New York de la famille se retourna contre lui. En 1955, alors qu'il était assis au Vito's Clan Bar à New York, le frère de son ancien sous-chef, Frank Monaco, entra dans le restaurant et poignarda à mort Badami, âgé de 66 ans. Après son enterrement, un nouveau boss devait être nommé, un homme nommé Filippo Amari. Amari était le sous-chef actuel de Badami, et après sa mort, il devint le chef officiel. Il se concentrait principalement sur le monde de l'extorsion, du racket des syndicats et du trafic de drogue dans la région de New York. Cependant, son règne fut également de courte durée, après qu'une mutinerie se soit formée contre lui. Les factions de New York et d'Elizabeth étaient de nouveau à couteau tiré, et en 1957, moins de 2 ans après avoir pris la tête, Amari s'enfuit en Sicile, laissant une fois de plus un vide de pouvoir dans la famille. Ce vide fut ensuite comblé par Nick Del More, le sous-chef de la famille. Del More était un bootlegger et gangster de la vieille école, originaire de Nicosia en Sicile. Contrairement à ses prédécesseurs, Del More ne provoqua pas de remous en raison de sa réputation de respectabilité. Les deux côtés du conflit se calmèrent, alors que les choses devenaient plus sérieuses dans la région. À ce stade, la famille d'Elizabeth New York était une organisation mafieuse pleinement établie, opérant en second plan par rapport à celle de New York. La famille comptait entre 30 et 35 hommes officiellement intronisés, ce qui en faisait l'une des plus petites du pays à l'époque. Cependant, en raison de leur position géographique et de leur histoire familiale, les 5 familles administratives de New York ne voyaient pas la mafia du New Jersey avec beaucoup de respect. Lorsque des hommes avaient du mal à se faire introniser à New York, ils se contentaient de leurs partenaires du nord du New Jersey, un signe clair de leur position dans la hiérarchie. Mais la famille était toujours représentée dans la commission. En 1957, lorsque le chef du crime Genovese, Vito Genovese, organisa la célèbre réunion d'Appalachian, Del More y assista avec 2 gangsters. Le capitaine de New York, Frank Maggiore, et le sous-chef de la famille, Louis Larasso. Maggiore était né en avril 1909 et avait passé une grande partie de sa jeunesse en tant que gangster de la région du New Jersey. Lorsque Amari devint le chef de la famille,
Il nomma Maggiore capo régime, ce qui représentait une promotion majeure. Au milieu des années 50, Maggiore fut promu sous-chef de la famille, un poste de haut rang dont d'autres n'avaient fait que rêver. Cependant, lorsque Delmore prit la tête de la famille, l'une de ses premières décisions administratives fut de rétrograder Maggiore au rang de capo, et le gangster n'eut d'autre choix que d'accepter. Son rôle fut alors attribué au jeune Larasso, tandis que Delmore continuait de diriger les opérations dans le nord du New Jersey. Nous sommes en 1964, et le chef du crime du nord du New Jersey, Nick Delmore, est sur son lit de mort dans un hôpital local. Avant sa mort, il décide de nommer son successeur, son neveu, Simone DiCavalcante. Simone DiCavalcante est né le 30 avril 1913, dans la famille de Frank DiCavalcante et Marie-Antoinette, tous deux immigrants d'Italie. Il est né à Brooklyn, mais peu après sa naissance, les DiCavalcante ont déménagé à Trenton, dans le New Jersey, où Simone a grandi. Lié à la mafia locale par le sang, DiCavalcante a commencé très tôt dans le monde des gangs et a gravi les échelons au cours des 5 décennies suivantes jusqu'à atteindre la position de chef. En 1964, bien que la situation se stabilisait lentement dans le nord du New Jersey, la famille restait un groupe désorganisé de gangsters rivaux qui, aux yeux des hommes du Nord, n'était rien de plus qu'une bande de paysans. Cependant, DiCavalcante, un homme élégant et rusé, allait transformer l'organisation criminelle qu'il avait héritée en une force régionale respectée. Il a institué de nouvelles politiques telles que des codes vestimentaires pour les mafiosi, des limites sur les poils faciaux, et a supprimé des éléments qu'il ne jugeait pas nécessaires, comme l'utilisation d'un pistolet et d'un couteau dans la cérémonie d'initiation. Bien que le pistolet, le couteau et la brûlure de la carte sainte soient tous des éléments symboliques historiques du rituel utilisé par la plupart des organisations de la Cosa Nostra depuis des décennies, DiCavalcante ne les voyait pas comme nécessaires. Et il se moquait bien de la manière dont les New-Yorkais le percevraient. En tant que chef de famille, il possédait une vitrine à Kenilworth, dans le New Jersey, un magasin de fourniture de plomberie nommé Kenilworth Plumbing and Heating Company. En conséquence, DiCavalcante se fit surnommer Sam the Plumber. Mais Sam n'était pas plombier. Il utilisait le magasin comme source de revenus légitime et imposable. Cependant, en coulisses, DiCavalcante gérait un empire bien organisé, possédant des parts dans de nombreux trafics à travers la côte Est, y compris une opération lucrative de prêt sur gage, plusieurs raquettes de jeux et des affaires pornographiques. C'était un homme au langage fluide et diplomate qui appréciait le luxe et la splendeur. Bien qu'on l'appelait le plombier, DiCavalcante préférait des titres plus élégants, comme Princeton Sam ou le Comte. Il était un homme violent et dur, mais intelligent et calculateur. En conséquence, DiCavalcante n'avait même pas passé une nuit derrière les barreaux. Il doubla le nombre d'hommes intronisés dans la famille, passant de 30 à 60, et avait des hommes dans la rue engagés dans toutes sortes d'activités. L'un des plus remarquables de ces hommes était Gaetano Vestola. Vestola, né le 20 mai 1928, avait une grande influence sur l'industrie musicale. Il commença sa véritable carrière de gangster en 1946, lorsque Vestola, alors âgé de 18 ans, fut arrêté pour un cambriolage à New York. Il obtint une peine avec sursis en raison de son jeune âge et fut placé en probation. Au milieu des années 50, Vestola entra dans l'industrie musicale et exerça un contrôle mafieux sur celle-ci, devenant promoteur de musiciens célèbres comme Ray Charles. Basé à Brooklyn, Vestola possédait Roulette Records, un label de disques des années 1960 fondé par Maurice Levy en 1957. Levy, ayant débuté sa carrière en tant que directeur de boîte de nuit à New York, rencontra de nombreux musiciens grâce à sa ligne de business en pleine expansion, et sa carrière ne fit que croître à partir de là. Avec l'aide de la mafia, Roulette Records s'est étendu pour englober de nombreux genres musicaux, et Vestola s'est fait inscrire comme auteur-compositeur pour de nombreux singles de doo-wop, de groupes comme The Cleftones et The Rains. Cependant, Vestola trouva également une entreprise lucrative dans la contrefaçon de musique, ce qui lui rapporta plus d'1 demi-million de dollars. Cela lui valut une peine d'1 an de prison en 1960 pour des infractions de marque déposées. Et en 1965, Vestola fut de nouveau arrêté pour vol et passa un long moment en prison.
Pendant ce temps, Maggiore vit sa carrière prendre un nouvel essor lorsque Di Cavalcante le promeut. Pour éviter les tensions parmi les rangs de l'organisation, il maintint Larasso au poste de sous-chef de la famille, mais fit de Maggiore le nouveau consigliere, ce qui fut une décision appréciée. En 1965, Carlo Gambino demanda à Larasso de rendre un service à sa famille. Il voulait que les Di Cavalcante éliminent son associé, Joey Feola. Feola était un membre de l'organisation de Gambino, qui jouait un rôle important dans le secteur des déchets de Westchester, New York. En fait, il était essentiellement le baron des ordures dans cette région et prévoyait de s'étendre dans le nord du New Jersey, le territoire des Di Cavalcante. Tant Gambino que les Di Cavalcante n'appréciaient pas ce qu'ils voyaient et décidèrent que l'homme était devenu un homme d'affaires peu fiable. Il gênait un important accord commercial, et ainsi, l'ordre fut donné de le tuer. Dans la nuit de sa mort, Larasso attira Feola dans un garage du New Jersey, l'étrangla et l'enterra, confirmant le meurtre au James Fela, le capo régime des déchets de Gambino. Pendant ce temps, sans que les Di Cavalcante et leurs associés le sachent, le FBI avait intercepté chaque correspondance entre les gangsters et commençait à monter un dossier contre la famille. Le 23 octobre 1964, Thomas Jedon, le maire d'Elizabeth dans le New Jersey, se rend dans le bureau de Sam Di Cavalcante pour traiter une affaire. Il souhaite que deux hommes, qui représentaient une menace pour sa campagne, soient réduits au silence. Sam Di Cavalcante répond en offrant son soutien total au maire, à condition qu'il puisse obtenir des contrats dans la ville. Cependant, alors que Di Cavalcante était assis dans son bureau et dirigeait son organisation criminelle, il était enregistré en permanence. En fait, entre 1961 et 1965, Di Cavalcante était le sujet principal des Goodfella Tapes, une opération de surveillance contre la petite mais croissante famille du crime du New Jersey. Les autorités avaient placé des micros dans 4 endroits à travers le New Jersey et la Pennsylvanie, dont l'un était le magasin de plomberie de Kenilworth, écoutant toutes les conversations entre le chef et ses hommes. Les autres hommes ciblés par l'opération étaient le chef du crime de Philadelphie, Angelo Bruno, et le capitaine de la famille genovese de New York, Gerardo Catena. L'opération a débuté après les témoignages de Joe Valachi, membre de la famille criminelle genovese, qui avait retourné sa veste en 1963 et témoigné ouvertement de l'existence de la Cosa Nostra, devenant ainsi le premier gangster italien de l'histoire à le faire. La vie de Valachi a commencé lorsqu'il a rejoint un gang de jeunes des rues appelé les Minutemen. Ces gars étaient connus pour leur vol rapide, qui impliquait de défoncer les devantures de magasins et de saisir tout ce qu'ils pouvaient avant l'arrivée de la police. En 1921, à l'âge de 17 ans, Valachi a été arrêté pour grand vol. Et 2 ans plus tard, lors d'un vol qui a échoué, il a été condamné à l'institution tristement célèbre de Sing Sing à New York. Mais il est sorti après avoir purgé la moitié de sa peine. Il est rentré chez lui à Harlem, pour découvrir que son rôle de chauffeur de voiture de fuite était désormais occupé par quelqu'un d'autre. Il a alors formé sa propre équipe, et d'ici 1930, il avait un nom solidement établi dans le monde interlope. La même année, Valachi est devenu un membre pleinement initié de la mafia, devenant un soldat sous l'aile de Gaetano Reina. Et en 1932, il s'est également marié dans la famille Terena. Lorsque Maranzano est devenu le boss de tous les boss, Valachi est devenu son garde du corps. Et après l'assassinat de son patron, il est devenu l'un des principaux lieutenants de Lucky Luciano, opérant sous la direction du Tony Strollo. En 1959, Valachi a été condamné pour trafic de stupéfiants et a écopé d'une peine de 15 ans. Valachi était devenu paranoïaque à propos de son boss Vito Genovese, affirmant que ce dernier avait mis un contrat sur sa vie. Il a confondu un autre détenu avec Joseph Di Palermo, l'homme qu'il croyait être envoyé pour le tuer, et a utilisé une barre métallique pour le descendre. Peu de temps après, Valachi a retourné sa veste, et de nombreuses campagnes anti-mafia ont commencé à travers les États-Unis.
Les écoutes ont capté De Cavalcante discutant de 8 meurtres différents avec ses associés. Le premier dont il a parlé était le meurtre de Willie Moretti en 1951. Moretti était le sous-chef de la famille Genovese, à l'époque connue sous le nom de famille Luciano. Il était le cousin du chef de famille Frank Costello, et lorsque Costello prit sa retraite après avoir été presque assassiné, Moretti devint le sous-chef de Vito Genovese. Cependant, au début des années 50, Moretti, autrefois puissant et bien connecté, souffrait d'une syphilis avancée qui le rendait irrationnel. Genovese voulait abréger ses souffrances. Le 4 octobre 1951, Moretti et 4 autres gangsters se sont assis pour déjeuner à Cliffside Park, dans le New Jersey. Ils ont plaisanté ensemble en italien, avant qu'un des hommes ne sorte un pistolet et ne tire sur Moretti en pleine face. De Cavalcante a également parlé du meurtre d'un membre de la mafia de Youngstown, Charles Cavallaro, qui a été tué par une grenade à main. Cela faisait partie d'une guerre territoriale entre gangs, mais l'explosion a également tué son fils de 11 ans. De Cavalcante, un homme qui évitait souvent l'usage de la brutalité, s'est opposé ouvertement à ces 2 décès, les considérant contraires aux principes de la Cosa Nostra. Cependant, selon ses récits, la mort de Cavallaro a conduit à une nouvelle interdiction au sein de la mafia d'utiliser des grenades pour tuer quelqu'un. On lui a proposé d'approuver un contrat sur un travailleur de la construction noire qui avait frappé le fils d'un mafieux avec une pelle lors d'une bagarre. Craignant un conflit avec la nation de l'islam, cependant, De Cavalcante a refusé. Au début de 1965, De Cavalcante a rencontré Joseph Ziccarelli, un associé de la famille Bonanno de New York, connu pour ses activités corruptrices, pour discuter de la prochaine expulsion du gangster Emmanuel Righi. Ziccarelli l'a orienté vers Cornelius Gallagher, un représentant américain du 13e district du New Jersey, en lui disant que Gallagher pourrait faire annuler l'affaire, ce qui était une excellente nouvelle. Les autorités fédérales ont enregistré le boss discutant avec des policiers, des politiciens, des gangsters et d'autres personnes, et elle disposait d'une longue liste d'informations compromettantes. L'une des écoutes téléphoniques au magasin de Kenilworth a capté De Cavalcante exprimant un sentiment de désillusion qu'il éprouvait envers la Cosa Nostra, après que Carlo Gambino n'ait pas voté en sa faveur lors de la commission. Gambino avait ignoré la famille De Cavalcante pour l'adhésion à la commission et avait plutôt nommé Joseph Colombo à ce poste. Colombo était le chef de la famille criminelle Colombo et un homme très proche de Gambino. De Cavalcante a été entendu discutant avec Maggiore de la manière dont cette décision l'avait irrité. Colombo est assis comme un bébé à côté de Carl tout le temps. Il fera tout ce que Carl veut qu'il fasse. Parfois, Frank, plus tu vois de choses, plus tu deviens désillusionné. En 1966, Vastola et son collègue mafieux Daniel Annunziata ont été envoyés par De Cavalcante à une partie de dépipé dans un motel en Pennsylvanie pour braquer la partie. Les 2 hommes sont entrés dans la pièce et ont commencé à agir comme des joueurs normaux avant de feindre le choc et la colère en découvrant que les dés étaient pipés. Ils ont sorti des armes à feu et ont exigé un règlement de $20 000. Les organisateurs de la partie ont décidé de négocier les termes de leur règlement avec le boss. Au cours des 6 semaines suivantes, 3 réunions ont eu lieu entre les joueurs, les braqueurs et De Cavalcante qui avaient planifié toute l'opération. À la fin, un règlement de $12 000 a été négocié, dont le boss a reçu 3 800. Le 13 décembre 1967, De Cavalcante et Bruno ont été arrêtés et jugés pour falsification de permis de conduire. Et en mars de l'année suivante, Vastola, Annunziata et De Cavalcante ont été inculpés pour complot en vue de violer les lois fédérales sur l'extorsion dans le cadre d'une opération fédérale de 17 mois. Les fédéraux ont utilisé les écoutes téléphoniques pour faire une descente dans le magasin de Kenilworth et ont trouvé 4 armes à feu illégales. Le 18 juillet, le boss a été de nouveau arrêté pour possession d'un revolver volé de calibre 38. Il a été jugé pour le complot d'extorsion de Pennsylvanie, mais son avocat, Sidney Franz Blau, a commencé à s'interroger sur les écoutes. Le 17 janvier 1969, Franz Blau a demandé une motion de découverte, et il a reçu le volumineux transcript des Goodfellas Tapes de 2300 pages. Le 10 juin,
L'avocat a demandé l'ordre de libération des enregistrements, et il a été découvert que les écoutes avaient été installées sans autorisation judiciaire. Les milliers de pages d'enregistrement ne pouvaient donc pas être utilisées comme preuve. Cependant, Franz Blau, un ancien procureur des États-Unis, n'avait pas demandé que les dossiers soient divulgués uniquement au Conseil de la Défense. En conséquence, le rapport a été rendu public et a exposé de nombreux aspects de la vie de la mafia aux États-Unis. La fin du règne de Decavalcante approchait. Le 16 décembre 1969, plus de 55 personnes, dont le boss, ont été inculpées par un grand jury. Les accusations concernaient un réseau de jeux d'argent inter-État de 20 millions de dollars opérant à partir de New York. À l'époque, c'était l'un des plus grands réseaux de jeux d'argent du pays. Et le 2 janvier 1970, Decavalcante a été accusé de jeu illégal. Un autre procès a commencé en avril 1970, mais il a été temporairement suspendu après que le patron soit tombé malade avec une bronchite. Decavalcante a été ramené au tribunal pour l'affaire d'extorsion de Trevos, et l'une des victimes du complot a témoigné contre le patron, donnant tous les faits de l'affaire. Le gouvernement était désormais convaincu du rôle de Decavalcante dans le plan. Pendant ce temps, la défense n'avait ni témoin ni preuve pour le réfuter. Decavalcante a affirmé qu'il était victime d'un coup monté et qu'il n'était rien de plus qu'un médiateur dans une querelle souterraine, mais personne n'y a cru. Le 24 septembre 1970, le patron de la famille criminelle Decavalcante a été reconnu coupable de 3 chefs de complot, sa toute première condamnation. Il a été condamné à 15 ans de prison, et il en était furieux. Vestola et Annunziata ont chacun été reconnus coupables d'un chef d'accusation également. En janvier 1971, Decavalcante est convoqué à une audience secrète à New York. Là, il décide de plaider coupable à une accusation de complot. Le procès n'a pas été rendu public immédiatement afin de protéger les droits des autres accusés. Le 10 mars de la même année, l'affaire de Decavalcante est annulée. Le juge Arlen Adams de la Cour d'appel de Philadelphie a annulé la décision après qu'un panel de 3 juges a décidé que l'affaire Travos ne disposait pas réellement de preuves suffisantes. Vestola et Annunziata ont été relâchés, mais Decavalcante a dû rester en détention. Son procès pour jeu d'argent approchait, et le procureur des États-Unis pour le New Jersey, Herbert Stern, ne voulait pas que le gangster soit libéré. En mars 1971, Decavalcante a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 10 000 $ pour sa participation au réseau de jeux d'argent. Et le 17 août, il a de nouveau été inculpé pour le revolver de calibre 38 volé que les fédéraux avaient saisi 3 ans plus tôt. Le patron de la famille criminelle Decavalcante était maintenant derrière les barreaux. Pendant son incarcération, Decavalcante a décidé de passer son temps en travaillant comme infirmier de prison, et sa performance a été louée par le médecin-chef de la prison. Ce dernier a déclaré: Decavalcante, lui, il est l'un des meilleurs infirmiers résidents avec lesquels j'ai travaillé au cours de mes 3 années ici. Il a maintenu son bon comportement en prison, et le 20 décembre 1973, il a obtenu la liberté conditionnelle. Nous sommes maintenant au début de l'année 1974. Decavalcante roule à vive allure sur l'autoroute 287 dans sa Cadillac avant d'être arrêté par un policier de l'État. Il roulait à 124 km/h dans une zone limitée à 90 et a été inculpé. Cependant, il était malade, souffrant de bronchite à ce moment-là, et son affaire a été reportée 2 fois. La 3e fois qu'il a essayé de demander un report, le juge l'a refusé après qu'un policier de l'État ait vu Decavalcante dans la rue en bonne santé. Cependant, il n'a jamais assisté à l'audience. Au début de 1976, Decavalcante, âgé de 63 ans, a décidé de déménager dans le sud de la Floride, une région où sa famille criminelle menait de nombreuses opérations. Il envisageait de construire un casino légitime là-bas, mais lorsque l'État a rejeté la légalisation des jeux d'argent, cette idée a été abandonnée. En 1980, le patron de la famille a décidé de se retirer, prenant officiellement sa retraite en 1982. Son rôle a ensuite été attribué au Giovanni Ricci, qui dirigerait l'organisation dans la nouvelle décennie. En 1980, le patron de la famille Simone Decavalcante
nomme Giovanni Ricci comme nouveau patron de la famille, alors que l'homme âgé prend sa retraite. La nomination de Ricci à ce poste faisait sens. Ricci avait été élevé dans la maison d'un soldat des Cavalcanti. Il avait d'abord mené une vie de citoyen normal, bien que son père l'ait poussé à rejoindre le gang. Après avoir terminé le lycée en tant que président de la promotion de 1942, Ricci a rejoint l'armée américaine. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est rentré chez lui et a rejoint son père dans la mafia. Ricci était un homme apprécié et éloquent, qui commandait beaucoup de respect et de crainte par sa manière d'agir. Comme le patron avant lui, il essayait d'être plus diplomatique et d'éviter les meurtres. Bien sûr, il n'y était pas opposé lorsqu'il le jugeait nécessaire, mais il était avant tout un homme pacifique et paternel. Contrairement à la plupart des autres patrons de la mafia, Ricci était le genre d'homme prêt à assumer la responsabilité pour son équipe et aller en prison pour eux. Le dimanche matin, toute la famille criminelle se retrouvait au café de Ricci, le Café Italia, en face d'un club social, le Ribera. Le Ribera servait à lever des fonds pour les familles démunies de Sicile, ce qui faisait de Ricci l'un des favoris de Cavalcanti. Le 2 octobre 1964, Ricci, qui avait déjà été intronisé, a été promu au niveau de capitaine de la famille. Et au milieu des années 70, il avait pris le contrôle de presque toutes les constructions sur le territoire de la famille. Il tenait d'une main de fer les syndicats locaux, qu'il à la fois soudoyait et extorquait. Il était agent de l'International Association of Laborers and Hood Carriers, et était impliqué dans de nombreux rackets criminels, tels que le prêt usuraire et les jeux d'argent. Lorsque De Cavalcanti a été condamné à 5 ans de prison, Ricci a été nommé chef intérimaire. En 1978, Ricci a approuvé un coup contre John Sorato, l'oncle de Vinnie Palermo. Palermo, le neveu par alliance de De Cavalcanti, deviendra important plus tard. Sorato était un membre de bas niveau de l'organisation qui passait la plupart de ses journées à faire des affaires dans la rue. Il avait été impliqué dans une dispute de longue date avec sa sœur, et la nuit de son meurtre, Palermo et son frère Pazzi ont approché leur oncle alors qu'il était assis dans sa voiture. Les deux ont ouvert le feu, le tuant sur place. Au début des années 80, des policiers ont trouvé le corps de Vincenzo Sorcia sous le pont Gottholz à Elisabeth. Sorcia était un entrepreneur local qui s'est brouillé avec un autre gangster au Ribera et il devait partir. Après être devenu chef, Ricci a apporté plusieurs changements administratifs à la famille. Tout d'abord, il a rétabli les anciennes traditions que les mafiosi pratiquaient autrefois lors de la cérémonie d'intronisation, y compris la brûlure de la carte sainte. Ricci a également commencé à écarter Maggiore et Larasso de leur rôle. Ricci et Maggiore étaient de vieux rivaux, et une fois devenu chef, Ricci a rétrogradé Maggiore du poste de conseiller. Son rôle a été donné à Stefano Vitabelli. Vitabelli avait rejoint l'organisation dans les années 70 en tant que soldat sous les ordres de Ricci, et il montrait en grade au cours de la décennie suivante, devenant le conseiller de la famille à la place de Maggiore. Maggiore a dirigé sa propre équipe jusqu'en 1983, l'année de son décès. Puis, son fils Charles a pris la relève pour diriger l'équipe. Quant à Larasso, une situation similaire s'est dessinée pour lui. Son pouvoir dans l'organisation avait lentement décliné depuis les séries d'inculpations contre les De Cavalcanti dans les années 1960, et lorsque Ricci a pris le contrôle, cela a été le coup final pour le sous-chef. Son rôle a été confié à Girolamo Palermo. Palermo était un gangster de longue date qui s'était fait ses preuves des décennies auparavant, et il deviendrait un membre de haut rang de l'organisation de la famille. « 13 septembre 1960. Alfonso Colicchio se tient derrière le comptoir de son bar à Elisabeth, dans le New Jersey, appelé Zinni's Tavern. Palermo entre avec quelques autres hommes et commence à frapper violemment Colicchio. Le propriétaire du bar se défend alors que Palermo sort un pistolet et tire sur l'homme. Le meurtre avait été ordonné par le chef de l'époque, Nick Del More, qui était devenu furieux contre le propriétaire du bar. Quelques jours auparavant, Colicchio avait ouvertement manqué de respect au chef, ce qui avait ultimement conduit à sa mort et à l'ascension de Palermo au sein de la famille. Cependant, Palermo a gardé le meurtre discret et sous le radar, car Colicchio était le beau-frère de Ricci. À la fin des années 1970, Ricci a fait de Palermo un membre à part entière de la famille
et au début des années 80, l'a promu au poste de sous-chef. Larasso était un homme en colère, mais toute cette affaire était hors de son contrôle. Cependant, cela entraînerait des problèmes plus tard. Ricci dirigeait un vaste racket des syndicats aux côtés de Giacomo Amari et Giuseppe Scaffeletti, des capitaines de haut rang dans l'organisation. Ensemble, ces hommes rapportaient des millions de dollars. Pendant ce temps, Ricci était quelqu'un qui savait garder sa langue. Il refusait toujours de dire des choses compromettantes, et par conséquent, les écoutes téléphoniques fédérales n'ont jamais pu l'entendre dire quoi que ce soit incriminant. Il refusait de parler avec des hommes au téléphone, et selon certaines sources, était prêt à parcourir de longues distances pour utiliser une cabine téléphonique lors de courtes conversations simples. Lorsqu'il était en public, il ne se montrait jamais comme un chef, et ne faisait jamais rien qui pourrait le mener en prison. Dans un cas particulier, Ricci avait appelé un entrepreneur local et lui avait dit de le rencontrer à l'espace repas de l'hôtel Linden Sheraton. L'entrepreneur a appelé la New Jersey Organized Crime Task Force, OCTF, pour leur parler de la réunion. Ils ont mis un dispositif d'écoute sur une table du resto, et lorsque Ricci est arrivé, la réceptionniste les a installés à cette table. L'OCTF était stationné à l'extérieur de l'hôtel, écoutant les conversations sur écoute. Ricci s'est assis avec l'entrepreneur et lui a dit que le New Jersey était un État très favorable aux syndicats. Pendant la conversation, un groupe de présidents de syndicats dans le restaurant a entendu et est venu saluer Ricci. Les hommes ont dit à l'entrepreneur combien Ricci était formidable, et après la réunion déjeuner, l'homme a commencé à travailler avec lui. Pendant ce temps, le chef de la mafia savait très bien qu'à un moment donné, il devrait aller en prison, et il a commencé à se préparer à cette réalité. Il s'asseyait souvent seul dans des pièces vides pendant des heures, chaque jour, et a commencé à faire de l'exercice également. Un jour, au milieu des années 80, Ricci a demandé à un autre gangster de le conduire à East Orange, où il connaissait un boucher. Il avait sauvé la vie de cet homme par le passé, mais n'avait jamais demandé quoi que ce soit en retour. Il a fait une demande simple au boucher, si jamais il se retrouvait en prison, de prendre soin de sa famille. En 1986, Ricci s'est fait promouvoir pour devenir président du l'Union Council 30, ainsi que consultant pour le local 394. Il utilisait cela à la fois comme un emploi légitime et comme une entrée dans les syndicats locaux, qui est devenu le racket le plus rentable de la famille. Cependant, en 1988, les choses ont changé lorsque John Gotti, le chef de la famille Gambino, s'est imposé dans le nord du New Jersey. Le 16 décembre 1985, le patron du crime Gambino, Paul Castellano, est assis dans sa voiture Lincoln de 1985, aux côtés de sous-chef de la famille Thomas Bellotti. Les deux hommes se dirigent pour rencontrer Frank DiCicco au Sparks Steakhouse à Midtown Manhattan. La voiture s'arrête près de l'entrée du restaurant vers 17h. Cependant, sans que Castellano le sache, 6 hommes armés vêtus de longs manteaux russes se tenaient de chaque côté de la rue. Le chef du gang est sorti de son véhicule avec Bellotti lorsque les hommes armés sont apparus de l'obscurité et ont ouvert le feu sur les hommes, les frappant des dizaines de fois. La rafale de coups de feu a laissé les 2 hommes morts dans la rue, tandis que les tueurs vêtus de russes s'enfuyaient dans l'obscurité. De l'autre côté de la rue, se trouvait une voiture aux vitres teintées transportant John Gotti et son bras droit, Sammy Gravano. En 1987, Vastola a été arrêté pour avoir agressé physiquement un dirigeant de maison de disques qui avait refusé sa tentative d'extorsion contre l'entreprise de l'homme. En prison, Vastola a rencontré John Gotti qui, avec le temps, était devenu convaincu que l'homme allait coopérer avec les autorités. Gotti a essayé de convaincre Ricci de tuer Vastola, mais ce dernier a refusé. Le nouveau chef des Gambino a alors réalisé qu'il devait exercer plus de contrôle, s'il voulait que les choses se passent comme il le souhaitait. Le 4 janvier 1988, le corps de Vincent Rotondo, un mafieux de haut rang de la famille des Cavalcante, est retrouvé affalé dans sa Lincoln criblée de balles, devant sa maison à Brooklyn. Rotondo était un grand rapporteur pour la famille et était fortement impliqué dans le racket syndical à Brooklyn. Cependant, il était évident qu'il voulait prendre le contrôle de l'organisation, et à ce titre, Ricci avait besoin de l'éliminer. Pendant ce temps,
John Gotti était devenu agacé par le fait que la famille rivale genovese avait des connexions plus fortes dans le nord du New Jersey. Et il a décidé de montrer sa puissance. Aux funérailles de Rotondo à Linden, New Jersey, les Decavalcante se sont présentés aux côtés des Gambino. Gotti et Ricci semblent être amis, mais Gotti a pris Ricci à part pour avoir une réunion dans une autre pièce. Selon Anthony Rotondo, quand ils sont sortis, John Ricci était pâle comme un linge. John Gotti lui avait dit que la famille Decavalcante devrait désormais lui répondre. Plus tard cette année-là, Gotti a demandé une faveur énorme à Ricci. Il voulait que le chef assassine Fred Weiss, un magnat privé de l'assainissement à New York. Weiss avait récemment acheté une grande propriété vide à Staten Island, avec 2 mafieux, et avait commencé à y déverser d'énormes quantités de déchets médicaux toxiques. Les autorités de Staten Island ont découvert ce plan de déversement et ont immédiatement ouvert une enquête sur Weiss, ce qui a rendu Gotti et Ricci nerveux. Les hommes craignaient que Weiss ne les dénonce et ne devienne un informateur puisqu'il faisait face à un grand procès, et donc, il devait être éliminé. Gotti a approché Ricci et lui a demandé s'il pouvait s'en occuper. Ricci, voyant une opportunité de se mettre en bon terme avec leurs voisins de New York, a approché Anthony Rotondo et lui a dit que puisque le chef d'une autre famille avait demandé de l'aide à leur chef, il devait faire le travail à tout prix. Le 11 septembre 1989, Vinnie Palermo et Anthony Capo, accompagnés d'un groupe de 12 gangsters, se sont rendus à New York dans 4 SUV. Ils se sont positionnés près de l'appartement de la petite amie de Weiss, attendant sa sortie. Lorsque Weiss est sorti et s'est dirigé vers sa voiture, Palermo et Capo l'ont approché et abattu sur place. Les Decavalcante avaient rendu un grand service à un important patron de New York, ce qui semblait prometteur pour eux. Cependant, malgré cela, la famille du nord du New Jersey était toujours perçue comme une simple équipe satellite glorifiée, ce qui frustrait grandement les gangsters. Ils aspiraient à être reconnus comme une véritable famille mafieuse, mais n'étaient pas considérés comme tels par les autres. En plus de leurs problèmes existants, le gouvernement a lancé une série de poursuites judiciaires majeures au début des années 90, ce qui a forcé l'administration de Ricci à rester discrète pendant un certain temps. Malgré cela, la famille est entrée dans les années 90 sous sa direction. Leurs problèmes juridiques, combinés à leurs insécurités, allaient entraîner un nombre considérable de meurtres. Nous sommes le 16 octobre 1989. Le chef de la famille Decavalcante, John Ricci, est devenu le principal sujet d'une série d'inculpations fédérales concernant l'extorsion dans les syndicats de construction dans le nord du New Jersey. Lui, ses fils, son sous-chef Girolamo Palermo et le soldat de la famille Salvatore Timpani sont tous accusés de contrôler le local 394. Et le 20 juillet 1990, Ricci et Timpani furent condamnés pour extorsion. Palermo fut acquitté, tandis que le chef de la famille écopa de 15 ans de prison. Incapable de contrôler directement la famille lui-même, une nouvelle mutinerie commença à se former entre les factions de New York et d'Elizabeth au sein de l'organisation. Un conflit qui allait entraîner des effusions de sang. Après son incarcération, Ricci mit en place un nouveau comité de direction pour gérer l'organisation. Vastola, qui faisait face à ses propres accusations, devint le parrain par intérim de la famille. À ce moment-là, il était suffisamment haut dans la hiérarchie organisationnelle et gérait essentiellement les activités criminelles quotidiennes. Donc sa nomination avait du sens. Peu après, cependant, il reçut une lourde peine pour extorsion de 10 ans et disparut des radars. Il était en fait préférable qu'il ait quitté la scène, car à son insu, le parrain de la famille Gambino de New York, John Gotti, et son bras droit Sammy Gravano, avaient planifié le meurtre de Vastola avec le capot de Jersey John D'Amato. Les années 90 étaient une période intéressante pour l'équipe du nord du New Jersey. La famille vivait encore dans l'ombre de New York et restait sous la poigne de fer des Gambino. Pendant ce temps, l'agressivité croissante des hommes de l'organisation avait commencé à faire monter le nombre de victimes, alors qu'ils essayaient de prouver aux hommes du Nord qu'ils étaient, en fait, une force à craindre. Après l'incarcération de Ricci, une période de chaos violent s'abattit dans les rues du Nord du New Jersey. D'Amato était l'un des nombreux hommes de la famille qui conspiraient pour assassiner ceux au-dessus de lui pour les Gambino. Et lorsque Vastola partit, Ricci fit de D'Amato son nouveau parrain par intérim. D'Amato, qui était devenu capot à Elizabeth dans la décennie précédente, exerçait une grande influence sur les raquettes de main-d'œuvre de la famille, travaillant aux côtés de Palermo tout en générant des profits grâce à de nombreuses opérations de jeu avec Maggiore.
Lorsque D'Amato devint parrain, il devint cependant de plus en plus clair où se trouvaient ses loyautés. Il était un marionnette évidente de la famille Gotti, prêt à saboter ses propres hommes pour obtenir les faveurs de New York. Aussi inquiète que soit la mafia du New Jersey concernant sa place dans la hiérarchie mafieuse, cela était de trop dans une mutinerie qui commença à se former discrètement contre les États-Unis. Les premiers signes du sabotage de D'Amato se manifestèrent en 1991, lorsque Louis Larasso, l'un des hommes administratifs d'origine de la famille, disparut. D'Amato commença à craindre que Larasso ne devienne un rival potentiel, dans la mesure où le sous-chef rétrogradé planifiait de retourner Charles Maggiore contre lui. En conséquence, il devait disparaître. Le 11 novembre 1991, Larasso est allé faire des courses avec sa femme. Et après leur sortie, le couple s'est rendu chez leur fille pour dîner. Juste après le repas, Larasso s'est levé et a dit qu'il devait aller quelque part. Il n'a cependant jamais précisé où, mais il est monté dans la voiture de sa femme et est parti en trombe. Depuis ce jour, on ne l'a plus revu. Stefano Vitabilli, le conciliateur de longue date de la famille, dirigeait secrètement les affaires en arrière-plan, sans que ses hommes ni son nouveau parrain par intérim ne le sachent. Il faisait partie du complot contre la vie de Larasso et souhaitait contrôler discrètement l'organisation sans que cela ne soit connu du public. Il avait lui-même conspiré contre de nombreux membres de la famille, qu'il considérait comme des menaces potentielles. Et lorsque Larasso disparut, D'Amato était le suivant sur la liste. Nous sommes fin 1991. La famille des Cavalcante est actuellement en proie à un conflit et à une violence intense. Les hommes meurent à droite et à gauche, alors que l'organisation commence à se retourner contre leur parrain par intérim John D'Amato, qu'ils commencent à percevoir comme une marionnette de la famille Gambino de New York. Pendant ce temps, Vitabelli continue de gérer les affaires en coulisses. Un jour, Anthony Rotondo était avec la petite amie de D'Amato, avec qui il entretenait lui-même une relation active. Elle venait de sortir d'une violente dispute avec son homme, l'une des nombreuses, et, dans un accès de colère, révéla à Rotondo une information compromettante. D'Amato, son patron, était homosexuel. Elle révéla que D'Amato fréquentait activement des clubs échangistes à Manhattan, où il participait à de grandes soirées sexuelles et la trompait avec des hommes. Rotondo commença presque immédiatement à partager ce secret, qui parvint au capitaine de la famille Anthony Capo. Vitabelli, qui voulait se débarrasser de D'Amato, était satisfait de ce qu'il avait entendu. Il savait que cela pourrait servir de justification parfaite pour le meurtre potentiel de D'Amato, car dans d'autres circonstances, John Gotti n'aurait jamais accepté cela. Le conciliaire se rendit au complexe correctionnel fédéral de Butler pour rendre visite à Reggie et lui raconta tout. Les gangsters craignaient qu'avoir un patron homosexuel ne rende l'organisation déjà rejetée encore plus inférieure aux yeux de leurs associés à New York. Une stigmatisation dans la mafia qui ternirait toute perception qu'ils pouvaient encore avoir. Cela, ajouté à leur aversion pour D'Amato, annonçait sa perte. D'Amato était maintenant sur la sellette, et les hommes choisis pour planifier le coup étaient Vinnie Palermo et Anthony Capo. Nous sommes le 4 juin 1944. Vinnie Palermo est né dans une famille italo-américaine et a grandi à Brooklyn, New York. Dans sa jeunesse, Palermo devint enfant de chœur dans son église locale. Mais en 1960, à l'âge de 16 ans, il perdit son père. Sa mère souffrait d'asthme sévère, ce qui lui rendait difficile de quitter la maison. Et c'est ainsi que Palermo trouva un emploi au Fulton Fish Market de New York. Cela lui valut plus tard le surnom de Vinnie Ocean, sous lequel les autres gangsters se référaient à lui. En 1965, Vinnie Palermo, alors âgé de 21 ans, épousa une membre de la famille de Nick Del More, décédée un an auparavant, en se mariant avec la nièce de Simone De Cavalcante. De Cavalcante appréciait beaucoup Palermo, et en conséquence, commença à l'emmener au magasin de plomberie de Kenilworth, où il fit la connaissance de nombreux gangsters de la famille. Et il commença à diriger un racket d'usure lucratif avec le capot de la famille Gambino. C'était un homme impitoyable, qui aurait eu un œil aiguisé pour repérer les faiblesses et les peurs des autres, et en présence d'autres gangsters, il parlait très peu. En se tenant à l'écart des clubs sociaux des gangs et en ne disant jamais rien de compromettant, Palermo n'a été arrêté qu'une seule fois au cours de sa carrière, pour avoir volé des crevettes au marché où il travaillait.
et en 1977, Palermo a été intronisé. Cependant, il finit par divorcer de sa première femme et se remarier, tout en continuant à montrer de l'affection pour sa première famille. Dans les années 1980, Palermo était devenu un homme riche. Il possédait un grand manoir au bord de l'eau à Nyland Park. Bien sûr, ses revenus étaient illégaux, et Palermo avait besoin d'un moyen de légitimer son argent, ce qui l'a conduit à Wiggles. Wiggles était un club de striptease populaire sur Queens Boulevard que le gangster utilisait comme source de revenus légitimes. Avec une grande famille, une maison encore plus grande et une entreprise licencieuse à son nom, Palermo était un homme heureux, et sa carrière ne ferait que décoller en 1989, lorsqu'il a liquidé Fred Weiss. Palermo avait effectué ce travail aux côtés de son compère gangster Anthony Capo, et les deux hommes deviendraient dès lors des gangsters haut placés. C'est 1959. Anthony Capo est né dans une famille italienne à Staten Island, New York. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Capo commence à étudier pour devenir un travailleur certifié en désamiantage. Cependant, il ne s'intéresse pas beaucoup à ses cours et va même jusqu'à faire passer son examen final par l'opérateur de l'école. En conséquence, il ne connaît rien au désamiantage. À la fin des années 1980, Capo est officiellement reconnu par les forces de l'ordre comme membre de l'organisation des Cavalcantes de John Ritchie. Au fil du temps, il a obtenu sa propre équipe à New York. Pendant ce temps, il gérait une opération de prêt usuraire qui a duré 8 ans avec Joseph Watts, un associé germano-italien haut placé de la famille Gambino. Entre 86 et 94, ce stratagème a rapporté plus de 12 millions de dollars. Connu pour être un cocaïnomane enragé et un homme violent, Capo était le genre de gangster envoyé lorsque les patrons voulaient que quelqu'un soit traité violemment. Il aimait faire du mal aux autres par tous les moyens possibles, couteaux, armes à feu, poings, et s'est forgé une réputation en partageant fièrement ses histoires à ses associés. Dans une conversation enregistrée, on entend Capo se vanter d'avoir attaqué un homme qui lui devait de l'argent. Il explique comment le gangster en question est entré dans son bar en criant pour récupérer son argent. Je lui ai vraiment éclaté la gueule. Ce con n'est pas mort, mais je l'ai bien défoncé. Je l'ai tailladé de partout. Je l'ai tellement haché qu'il ressemblait à de la viande pour chien. Ensuite, je l'ai foutu dans la bagnole. Nous sommes maintenant en janvier 1992. Les hauts dirigeants de la famille des Cavalcantes planifient secrètement d'éliminer et de remplacer leur boss, John D'Amato. Une combinaison de raisons incluant sa loyauté envers New York, plutôt que le New Jersey et sa déviance sexuelle, les a menés à un point de non-retour. Depuis les débuts de la Cosa Nostra américaine établie, la loi concernant l'élimination d'un boss a toujours été d'approcher la commission et d'obtenir l'approbation de chaque boss du panel. Cependant, ils ont estimé qu'il valait mieux garder l'embarras caché, en particulier de John Gotti, et simplement assassiner le boss en secret. Pendant ce temps, D'Amato était récemment revenu à New York de Floride et était allé voir sa petite amie à Milbassin, Brooklyn. Alors qu'il était chez elle, il reçut un appel de Capo, qui lui proposa d'emmener le boss déjeuner en ville. D'Amato accepta, et après être parti, il marcha un pâté de maison plus loin. Là, Capo et un autre gangster, Victor De Chiara, arrivèrent en voiture auprès de D'Amato. Il monta à l'arrière et dit aux hommes « Allons manger ». Cependant, alors que De Chiara commençait à appuyer sur l'accélérateur, Capo, assis sur le siège passager, se retourna pour faire face à D'Amato avec une arme à feu dans sa main. Bam! 2 balles au visage. Son corps fut conduit à une planque, où il fut déposé par Capo et Rotondo pour que d'autres hommes s'en débarrassent. Sur le cadavre, ils trouvèrent 5 000 $ et les donnèrent à De Chiara en compensation pour sa voiture désormais tachée de sang. Dans l'enquête qui a suivi, la police a pu retrouver la voiture et a découvert le sang de D'Amato partout sur la banquette arrière. Cependant, ils n'ont jamais retrouvé le corps, et D'Amato a été signalé comme disparu. Avec sa disparition, le rôle de boss est revenu au sous-boss par intérim, Gioacchino Amari. Gioacchino Amari est né le 14 mars 1945 à Ribera, en Sicile. Il devient mafioso très tôt, mais à un moment de sa vie, Amari assassine un policier à Corleone. À cette époque, Corleone était contrôlé par Michele Navarra,
un chef mafieux impitoyable qui avait accédé au sommet après avoir pris le contrôle de la ville. Après avoir commis ce crime, Amari s'enfuit aux États-Unis, où sa véritable histoire commence. Avec le temps et une réputation précieuse en main, Amari deviendra un capitaine au sein de la famille Decavalcante, et il s'établit comme un membre intimidant et très lucratif de l'organisation. Lorsque John D'Amato a pris le contrôle, Amari s'est beaucoup rapproché de Stefano Vitabelli, qui, comme mentionné précédemment, dirigeait essentiellement les choses en coulisses. Bien que D'Amato ait été celui qui a promu Amari au poste de sous-boss par intérim après le meurtre de Larasso, son association avec Vitabelli lui permettrait de conserver sa position après le meurtre subséquent de D'Amato. Sous D'Amato, Amari a gagné plus d'argent que jamais auparavant. Il gérait essentiellement tous les rackets de la construction sous l'organisation et est devenu consultant pour le local 394, le syndicat contrôlé par la mafia dans la région. Cependant, lorsqu'Anthony Rotondo a révélé le passe-temps secret de D'Amato aux autres gangsters, ce sont Amari et Vitabelli qui ont demandé son meurtre et ont mis en place le plan. Bien sûr, c'était un complot concocté à travers toute l'organisation, avec la participation de nombreux gangsters, comme le criminel de Wall Street, Philippe Abramo. Lorsque tout fut terminé et que la fumée des coups de feu s'était dissipée, il a été décidé qu'Amari deviendrait le nouveau boss de la famille. Amari et Vitabelli travaillaient désormais ensemble pour diriger l'organisation vers la nouvelle décennie. À un certain moment au milieu des années 90, un conflit est apparu entre Amari et deux des familles de New York, les Gambino et les Colombo. À ce moment-là, l'organisation Colombo se remettait de sa brutale troisième guerre civile, avec son boss en prison à vie. Alors que les Gambino se remettaient de la chute du règne de John Gotti, causée par le sous-boss devenu informateur Sammy Gravano, les Decavalcante avaient recruté Louis Consalvo et Gregory Rago. Les deux étaient des gangsters de New York qui ne pouvaient pas être intronisés dans la ville pour devenir membres dans le nord du New Jersey. Cela en soi n'était pas un problème. Cependant, ce qui posait problème, c'était que les deux hommes avaient commencé à gérer un club social rentable sur Mott Street à New York, ainsi qu'un certain nombre de rackets à Manhattan. Leur tribu, bien sûr, remontait à Amari, et cela dérangeait les hommes au nord de Jersey. Vitabelli et Amari représentaient leur famille, tandis que les Colombo envoyaient le consiglière par intérim, Vinny Aloy. Les Gambino avaient leur boss de rue Nick Carozzo, et les hommes ont commencé à discuter de la meilleure façon de régler pacifiquement leurs différends. Tout le monde voulait une part du gâteau, mais comme le soutenaient les New-Yorkais, puisque Rago et Consalvo opéraient dans une zone contrôlée par des gangs, leurs tribus devraient remonter à ces gangs respectifs. Le problème a cependant été résolu lorsque les hommes se sont mis d'accord sur une nouvelle règle, selon laquelle les Decavalcante ne pouvaient introniser que des hommes de Jersey et du sud de Philadelphie. Cependant, juste au moment où les choses semblaient aller bien, Amari allait faire une découverte choquante. Il était en train de mourir d'un cancer de l'estomac. As the silk light on a cold and gray Chicago morning. En 1995, le chef par intérim de la famille Decavalcante, Gioacchino Amari, vient d'être diagnostiqué avec un cancer de l'estomac, et il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Son conseiller, Stefano Vitabelli, l'approche avec l'idée de mettre en place un système de comité dirigeant composé de 3 mafieux haut placés qui pourraient l'aider à faire respecter sa volonté dans la rue. L'idée passe par Reggie, qui l'accepte, et un partenariat de 3 gangsters est créé. Girolamo Palermo, Charles Maggiore et Vinny Palermo. Pendant ce temps, Palermo lui-même faisait face à des problèmes juridiques avec son entreprise, le Wiggle Strip Club. La ville de New York avait commencé à sévir contre les entreprises indécentes situées à une certaine distance des zones familiales, telles que les écoles et les églises. Une étude menée par le gouvernement municipal avait conclu que les établissements pour adultes apportaient des crimes violents et des individus dangereux dans ces zones. Il a donc été décidé que toute entreprise de ce type située à moins de 500 mètres d'une école ou d'une église devait fermer et se déplacer. Wiggles faisait partie de ces entreprises. Cependant, la loi était fortement contestée et remise en question par les propriétaires de ces établissements, car ils soutenaient que les services pour adultes étaient simplement une extension du premier amendement sur la liberté d'expression. En 1995,
Une proposition a été élaborée pour satisfaire les deux parties, connue sous le nom de la règle du 60-40. Cette règle stipulait que toute entreprise pour adultes située dans cette zone pouvait légalement rester ouverte si seulement 40% au moins de l'entreprise était consacrée aux services pour adultes. Ainsi, Palermo gardait les lieux vides à 60% en permanence, et son flux de trésorerie légale restait actif. Entre-temps, l'état de santé d'Amari se détériorait, et en 1997, il était arrivé à un point de non-retour. Allongé dans un lit d'hôpital, Amari, âgé de 52 ans, succomba à sa maladie et mourut d'un cancer de l'estomac le 14 juin, laissant un vide de pouvoir au sein de la famille. Soudain, tout le monde voulait une part du gâteau, et personne ne savait qui était vraiment le boss. Itabelli s'imposa et institutionnalisa le système de comité à 3 hommes, comme étant désormais le système officiel de la famille Decavalcante, une idée unique qui n'avait pas été proposée dans d'autres familles par le passé. L'organisation avait maintenant un chef mafieux à 3 têtes. L'idée derrière ce système était de maintenir la stabilité dans le nord du New Jersey, jusqu'à ce qu'il puisse trouver l'homme idéal pour diriger l'organisation. Itabelli allait jouer le rôle de médiateur entre les 3 capitaines dans une sorte de système d'équilibre des pouvoirs. C'était censé être une alternative civile, mais bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, ce ne fut pas le cas. Dans cette période, la scène du crime organisé sur la côte Est avait radicalement changé. La famille patriarcat de Boston et du Rhode Island était devenue victime de nombreux procès rico-agressifs suite à leur guerre civile au début des années 90. Et ils étaient plus petits et plus fauchés que jamais. Pendant ce temps, les gars de New York assistaient à leur propre chute qui avait commencé au début des années 90, alors que des hommes se faisaient arrêter à tour de bras. Ils n'étaient plus capables d'exercer leur pouvoir sur les organisations régionales comme ils le pouvaient autrefois. Mais les Decavalcante du Nord ne souffraient pas autant, ce qui leur donnait une confiance nouvelle qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. L'équipe du New Jersey avait toujours été considérée comme l'ombre de New York, rien de plus que leurs anciens cousins du Sud. Des décennies d'insécurité résultant de cela avaient conduit à une vague de violence. Mais avec New York essayant de faire profil bas, les Decavalcante avaient trouvé une opportunité de s'affirmer et de s'élever. Ils avaient des intérêts dans de nombreux rackets et étaient bien connus dans leur communauté. Alors que d'autres criminels dans le pays luttaient avec leurs hypothèques et leurs paiements de dettes, et que la plupart des familles régionales comme celle de Denver et de Saint-Louis avaient été essentiellement anéanties, la mafia du Jersey engrangeait des millions. Ils s'en sortaient bien. Du moins, jusqu'au 14 janvier 1998. Au petit matin du 14 janvier 1998, 3 hommes entrent au rez-de-chaussée de la Tour Nord à New York. Ces hommes, dans la quarantaine, étaient Richie Gillette, Melvin Falk et Mike Reed de Brooklyn. Alors qu'ils passaient devant la foule d'employés arrivant pour leur premier quart de travail, les 3 criminels secrètement armés de pistolets sont entrés dans l'ascenseur et sont montés au 11e étage. Là, ils ont patiemment attendu devant le bureau de change de la Bank of America. Pendant ce temps, à l'extérieur, un camion blindé Brinks arrive à l'entrée de la tour et s'arrête. 2 gardes de sécurité sortent du camion et apportent 3,2 millions de dollars en sacs d'argent, dont la moitié en devises étrangères qu'ils chargent ensuite et amènent dans un monte-charge. L'ascenseur s'arrête au 11e étage, où se trouvait le bureau de change, et les 3 criminels passent immédiatement à l'action. Ils tiennent les gardes en joue, les attachent et chargent l'argent dans leur sac de sport. Ils ont envoyé l'ascenseur à un étage en construction, pendant qu'eux-mêmes prenaient l'ascenseur des passagers. Ils sont descendus au rez-de-chaussée, sont sortis de l'ascenseur et sans le savoir ont retiré leur masque en pleine vue d'une caméra de sécurité. En fait, ils ont regardé directement dans la caméra en quittant la tour avec seulement la moitié de ce qu'ils croyaient être des billets de dollars américains. En quelques heures, les photos des hommes ont été diffusées à la presse et la police a lancé un avis de recherche sur les gangsters. Ils venaient de Windsor Terrace, un quartier contrôlé par la mafia, où ils étaient apparemment très mal vus par les autres habitants. Avec une énorme récompense de 25 000 dollars pour les dénoncer pour rendre l'offre plus alléchante, il n'a pas fallu longtemps avant que les officiers ne rattrapent les hommes. Dans les 2 jours suivant le vol, Falk et Reed ont été arrêtés et mis en détention. Les Gillettes étaient introuvables. Quelques jours après le braquage, un policier fait sa ronde dans un grand train de passagers qui traverse Albuquerque au Nouveau-Mexique. La destination finale du train est en Californie, mais en raison du grand nombre de drogues qui transitaient par les trains à cette époque, un nouveau système de sécurité a été mis en place. L'agent s'approcha de la cabine d'un homme à l'air fatigué et négligé,
et il remarqua qu'il avait un sac avec lui, mais rien ne semblait suspect. L'agent continua sa ronde à travers le train alors qu'il s'arrêtait à Albuquerque, avant de se rendre compte qu'il venait de questionner le dernier suspect manquant dans le braquage de la banque. Lorsqu'il retourna en courant à la place de Gillette, l'homme avait déjà disparu, maintenant en fuite au Nouveau-Mexique. Les agents ont commencé à fouiller les rues à la recherche de leur suspect. Cependant, la police a rapidement reçu un appel d'un bar local où un barman leur dit que Gillette est assis juste en face de lui. Le fugitif, ignorant que la police arrive directement sur son emplacement, se lève et se rend aux toilettes. Les policiers entrent, mais l'homme n'est pas là. Personne ne l'avait vu entrer dans les toilettes, et tout le monde avait donc supposé qu'il avait quitté le bar. Les agents sortent de l'établissement et s'en vont, tandis que Gillette termine son affaire dans les toilettes. Gillette est retourné au motel où il séjournait, tandis que 2 agents se sont positionnés autour du bâtiment. Le premier est resté sur le parking, tandis que l'autre a commencé à interroger le réceptionniste. En sortant de l'établissement, Gillette a passé devant l'agent sans porter ses vêtements de sport habituels. Bien que l'agent à la réception ne l'ait pas immédiatement reconnu, l'agent à l'extérieur a aussitôt plaqué Gillette au sol et l'a menotté. Les agents du FBI ont commencé une enquête plus approfondie sur le braquage et sont arrivés à la conclusion que ces 3 hommes n'avaient pas pu agir seuls et qu'une autre personne était impliquée dans le complot. Cette personne était Ralph Garino, un associé de la famille des Cavalcante. He may not live in a mansion, there's no power that he wields. Ralph Garino était un gangster intéressant. C'était un homme de petite taille qui se distinguait parmi les hommes qui l'entouraient. Il attachait une grande importance à son apparence et à sa façon de s'habiller, et n'était pas vraiment un combattant ni un voyou de rue. Son domaine de prédilection était plutôt le vol. Ralph adorait planifier des coups et les exécuter, comme une série de stations-service illégales qu'il exploitait à New York. Et après le braquage de la banque, la police a relié Garino au complot. Il avait rencontré un employé du World Trade Center, nommé Salvatore Talciano, qui lui avait fourni un badge d'employé provenant de l'un de ses amis. Il a révélé le jour et l'heure de la livraison de Brinks, et les 2 hommes ont travaillé ensemble pour préparer et réaliser le complot. La nouvelle de la divulgation du complot n'a jamais vraiment atteint les hommes du nord du New Jersey, et en conséquence, ils ne savaient pas ce qui se passait. Garino lui-même voulait se débarrasser de sa part de l'argent pour ne pas être pris avec, mais c'était trop tard. Moins de 10 jours après le braquage, la police s'est présentée à sa porte et l'a arrêté. Ils ont informé le gangster des accusations auxquelles il faisait face et ont réussi à le convaincre de porter un micro pour devenir un indicateur contre l'organisation. Ils lui ont fait porter un dispositif d'écoute et ont commencé à écouter. Ce que le FBI a entendu était inquiétant. Une guerre civile était en train de couver dans le nord du New Jersey entre 2 hommes de haut rang, Charles Maggiore et Vinnie Palermo. Les 2 capots faisaient partie du panel dirigeant de la famille et étaient des rivaux qui voulaient le contrôle. Il a été découvert que Maggiore, furieux à l'idée de ne pas être le patron de la famille, préparait un complot pour assassiner son rival, et pour ce faire, s'est tourné vers son soldat, James Gallo. Cependant, Maggiore était un homme avec peu d'amis et beaucoup d'ennemis. Depuis qu'il était devenu patron en 1992, Maggiore avait exercé un contrôle sur ses confrères gangsters en licenciant beaucoup d'entre eux du syndicat qu'il dirigeait. Ainsi, Gallo est allé voir Palermo et a révélé le complot. Palermo a décidé de prendre le temps de frapper le premier, tandis que Gallo faisait durer le complot de Maggiore. Pendant ce temps, Garino continuait à recueillir des informations dans la rue. Les fédéraux lui ont fourni un lot de téléphones secrètement espionnés, qu'il était censé présenter comme des appareils mobiles illégaux et introuvables. Il est allé voir certains des hommes près de Saco Smith Market, une boucherie de porc à Elizabeth où les gangsters opéraient, et leur a fourni les appareils. Et l'un des hommes qui a reçu un téléphone était son chauffeur, Joey Macella. Macella est né en 1948 dans une famille d'immigrants à Brooklyn. Grandissant dans le même quartier que des hommes comme Palermo, Di Matteo et Maggiore, il s'est impliqué dans des activités criminelles dès son jeune âge. Joey a perdu son père Alex Macella quand il était jeune, lorsque son père a été électrocuté en travaillant sur le chemin de fer. Le jeune gangster a été laissé à la charge de sa mère, qui serait mentalement abusive.
Alors que Palermo montrait son forte initiative et montait dans les rangs de la mafia, il prit Masella sous son aile comme une sorte de protégé, étant donné que les deux hommes étaient de bons amis. Il donna à Masella une petite équipe d'hommes comme Capo et Gallo, et il dirigea une franchise de jeux de hasard à grande échelle. L'argent provenant de son racket, ainsi que son rôle de garde du corps de Palermo, maintenait sa position élevée dans l'organisation. Cependant, au fil des ans, Masella se révéla être complètement incompétent. Après son mariage, Masella s'installe à Staten Island, mais développe une addiction au jeu. Cette dépendance ruine ses affaires et l'endette lourdement. Il passe de la richesse à une vie précaire, cherchant désespérément à gagner de l'argent. Incapable de rembourser ses dettes auprès d'usuriers, il vécut dans la peur, passant la plupart de son temps cloîtré chez lui. À la fin des années 90, Masella avait accumulé une dette de 450 000 $. Il conduisait Garino pendant que celui-ci parlait de problèmes d'argent et de moyens potentiels de gagner de l'argent avec lui. Le FBI écoutait tandis que les deux passaient pratiquement toute la journée à parler affaires, mais Palermo, qui en avait assez du comportement de Masella, allait lui offrir une nouvelle opportunité qui prendrait la forme d'un certain Charles Maggiore. Palermo, craignant pour sa vie, décida d'agir préventivement contre Maggiore. Il envoya une équipe d'assassins composée de Masella, Capo et Gallo. Le groupe se posta devant la maison de Maggiore à Linden, sans plan précis, espérant le surprendre à sa sortie. Après une longue attente infructueuse, ils remarquèrent la présence d'une voiture de police d'État garée à proximité, appartenant aux voisins de Maggiore. Face à cette complication et à la nervosité grandissante, Masella décida d'abandonner la mission et de partir. Masella, craignant ce qu'il avait fait, s'envola pour la Floride alors que les choses se calmaient dans le New Jersey. Là-bas, il appela Palermo et lui annonça qu'il ne poursuivrait pas le plan. Sa chance de faire progresser sa position de bien servir Palermo et de devenir un homme fait était désormais réduite à néant. Pendant que Palermo reconsidérait sa position face à son rival, le boss décida qu'en fin de compte, le plutôt défavorable Maggiore n'était pas une réelle menace pour lui, car il avait les capitaines derrière lui. Bien que la famille soit dirigée par un panel de 3 hommes, Palermo était essentiellement le seul acteur principal sur le terrain, et le contrat sur Maggiore fut abandonné, mettant fin à la potentielle guerre civile. Il reconsidéra également sa position vis-à-vis de Masella, qui était devenue une telle honte pour les gangsters du New Jersey, qu'il fallait faire quelque chose de drastique à son sujet. Le 10 octobre 1998, Masella reçoit un appel d'un bookmaker de la mafia nommé Steve. Steve, qui devait de l'argent à Masella, lui indique au téléphone qu'il a environ 10 000 $ prêts à lui remettre, et lui donne un lieu de rendez-vous. Masella monte dans sa voiture et se rend à l'endroit indiqué, mais ne trouve personne sur place. Greco se tenait parmi de nombreux autres hommes, et Masella comprit enfin ce qui se passait. Bam! Le gangster fut emmené d'urgence à l'hôpital peu après, mais il était déjà trop tard. L'histoire de Masella était terminée, et celle de Garino avait pris une impasse. Avec la mort de Masella, une restructuration était inévitable. Palermo, cherchant à transformer les Decavalcante en une véritable organisation mafieuse, savait que de grands changements étaient nécessaires. Ralph Garino fut alors confié à Joseph Sclafani, un mafieux de l'ancienne école. Sclafani, reconnu pour son expérience et sa discrétion, fut chargé de gérer Garino et de stabiliser la situation au sein de la famille. Malgré les progrès apparents de la famille Decavalcante, les problèmes ne tardèrent pas à surgir. En l'espace de quelques mois, des événements inattendus commencèrent à bouleverser la situation. La famille, malgré son apparente prospérité et sa stabilité retrouvée sous Palermo, se retrouvait face à des menaces croissantes qui allaient bientôt provoquer une série de revers dévastateurs. Les autorités intensifièrent leurs efforts, des rivalités internes émergèrent et des erreurs de gestion se produisirent. La solidité apparente de l'organisation commença à se fissurer et les premiers signes de déclin se manifestèrent, menaçant de décimer la famille Decavalcante pour de bon. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt. In her arms I found my sweetest dream.